Donc on a l'habitude de faire un lien assez naturel entre déterminisme et prédictibilité, et ensuite entre prédictibilité et compréhension. Et je vais, dans cet exposé, remettre en cause ces liens qui sont naturels, mais qui finalement, au vu des découvertes récentes, ne fonctionnent plus tout à fait aussi simplement. Alors on va commencer par un retour en arrière avec un peu d'histoire du temps des Grecs, du temps d'Aristote, c'est-à-dire il y a quasiment 2000 ans de ça, il y a même plus de 2000 ans de cela. Eh bien, Aristote faisait une distinction entre le ciel, l'Ouranos, où pour eux les choses avaient l'air d'être ordonnées et compréhensibles parce qu'ils voyaient le mouvement des planètes, de la Lune, du Soleil, qu'ils étaient à peu près capables de prédire, et le monde sublunaire, ce qui se passait sur la Terre, qui pour eux était chaotique et semblait uniquement régi par des forces incompréhensibles. Pour eux, c'était les caprices des dieux qui faisaient apparaître les événements que nous voyons sur Terre. Et cette vision était clairement séparée entre le ciel, l'Ouranos, et les événements terrestres. Et cette vision-là a perduré pendant très longtemps, puisqu'il a fallu attendre Galilée et Newton pour qu'elle soit transformée avec l'arrivée de la science moderne. Et Galilée et Newton ont unifié le ciel et la terre avec des lois universelles qui s'appliquent partout, aussi bien sur Terre que dans le ciel. Et ces lois ont une particularité, c'est qu'elles sont mathématiquement décrites par des équations différentielles. Or, les équations différentielles ont une propriété extrêmement intéressante, c'est que lorsque vous avez un point de départ qui est fixé, eh bien, l'équation différentielle qui prédit l'évolution du système, à partir d'un point de départ donné, va être unique. Donc quand vous partez d'un point, eh bien, la trajectoire future du comportement du système est fixée. Et cette notion même de point de départ fixe pour arriver à une évolution qui est unique, c'est la base même du déterminisme. Le déterminisme, c'est la vue selon laquelle tout est gouverné par des lois mathématiques qui, à partir d'un point de départ unique, permet d'aboutir à une évolution qui est parfaitement prédictible à travers l'utilisation de ces équations différentielles, mais qui est fixée une fois pour toutes. Quand on part d'un point, il n'y a pas plusieurs chemins possibles, il n'y en a qu'un que le système peut suivre. Alors, cette notion de déterminisme et donc de lien avec la prédictibilité, puisque quand on résout l'équation différentielle, eh bien, on a la solution du comportement du système ultérieur, eh bien, c'est un peu ça que je vais challenger dans cet exposé pour vous montrer comment des découvertes bien plus récentes ont remis cela en cause. Je commencerai par une citation que tout le monde connaît parce qu'elle est utilisée, été utilisée des milliers de fois, c'est la fameuse définition par Laplace du déterminisme. Alors je vais pas la relire, tout le monde l'a entendue très souvent, mais cette définition-là est véritablement la définition sur laquelle on s'appuie pour définir le déterminisme. Et grosso modo, elle explicite ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que quand on part d'un point donné, si on le connaît, ce qu'on appelle les conditions initiales, eh bien, il n'y a qu'une seule évolution possible dans le futur, mais aussi dans le passé. La trajectoire du comportement du système est fixée à partir du moment où on connaît sa valeur à un moment donné, parce que l'équation différentielle n'a qu'une solution qui passe en chaque point. Et donc cette notion de déterminisme est quelque chose qui est assez idéal, parce que d'une certaine manière, il suffit de connaître à un moment donné la situation d'un système pour être capable de prédire son futur et de rétro-prédire ce qu'il était dans le passé. On est donc dans cette idée-là, passé d'une vision chaotique du monde, ce qui était celle des Grecs, avec un monde sur Terre qui était chaotique et soumis aux caprices des dieux, à une vision d'ordre parfait, dans lequel tout est déterminé, et dans lequel il suffit d'avoir la connaissance à un moment donné de l'état d'un système pour être capable de savoir et son passé et son futur. Donc c'est assez confortable intellectuellement de se placer dans cette vision d'ordre parfait, et c'est une vision qui a perduré longtemps, puisqu'elle n'a été remise en cause que vers la fin du XIXe siècle. Donc ça a duré moins longtemps que depuis l'époque des Grecs, puisque là il s'est écoulé 2000 ans avant l'arrivée de Galilée et Newton, mais il s'est encore écoulé 300 ans avant qu'on puisse changer de vision du monde. Alors dans cette vision-là, il y a deux choses qui sont importantes. La première, comme je le disais, c'est la notion, le déterminisme implique la prédictibilité. Du moment que les lois universelles sont des équations différentielles, elles sont déterministes, et donc ça permet de prédire ce qui va se passer, donc il suffit de faire les bons calculs.
Et la deuxième loi est une loi qui n'est pas une loi explicitée très souvent, mais elle était implicite dans cette conception-là. C'est le concept qui veut que des lois simples conduisent à des comportements simples. En gros, jusqu'à la fin du 19e siècle et même dans une bonne partie du début du 20e siècle, dans l'idée générale des scientifiques, si on a un comportement compliqué sous les yeux, c'est tout simplement parce que les lois qui régissent ce comportement sont compliquées. Mais si on a des lois simples, ça va résulter en des comportements simples. Et ça, c'est relativement intuitif aussi et naturel de le penser. Eh bien, toutes ces choses-là se sont un peu effondrées au vu de certaines découvertes plus récentes. Alors, il y a eu 3 étapes, en fait, dans la remise en cause de ces idées-là. Le premier choc est venu de Poincaré à la fin du XIXe siècle, quasiment au début du XXe, et la découverte de Poincaré avait été un peu oubliée, elle a été remise un peu à la mode par le météorologue Lorentz, et cette idée-là, qui a été popularisée dans le grand public sous le nom d'effet papillon, signifie que bien que sujet à des lois parfaitement déterministes, il peut arriver que le comportement d'un système ne soit pas prédictible parce que de toutes petites différences dans les conditions initiales peuvent conduire par amplification à des différences de comportement avec un certain horizon de temps qui peuvent être considérables. Alors l'horizon de temps est important parce que selon les types de systèmes, ce n'est pas du tout la même grandeur. On sait que le système solaire, par exemple, est chaotique. Il suffit de 3 corps. Poincaré, dans son mémoire, avait démontré l'existence de ces sensibilités aux conditions initiales avec 3 corps. C'était le problème Terre, Lune, Soleil. Et dans le système solaire, qui a évidemment plus de 3 corps, le système solaire a été démontré chaotique, bien évidemment. Et l'horizon de prévision temporelle, c'est de l'ordre de quelques centaines de millions d'années, ça dépend des planètes. Ce qui veut dire que nous sommes parfaitement capables de savoir ce que sera la position de Mars ou de Jupiter dans 10 000 ans, dans 50 000 ans, il n'y a aucun problème pour ça. En revanche, si on nous demande de savoir quelle sera la position de Mars dans 300 millions d'années, eh bien, on ne sait pas. C'est incalculable, parce que les incertitudes sur la position actuelle de Mars, qui sont quand même pas très grandes, mais qui existent, ce n'est pas infiniment précis, s'amplifient, et au bout d'un horizon de plusieurs centaines de millions d'années, elles aboutissent au fait que l'incertitude est aussi grande que l'orbite de Mars, donc on ne peut plus rien dire. Inversement, j'ai sur mon bureau un petit mobile qui est un pendule dans un champ magnétique. Et ce petit objet qui est fascinant à regarder parce qu'il oscille comme ça, puis il fait de temps en temps un tour complet, puis il réoscille, et puis il fait un tour complet, eh bien, l'horizon de prédiction, il est de quelques secondes. En gros, on est incapable de prédire le mouvement du pendule 30 secondes plus tard. Donc l'horizon est très très court. Et donc cette première notion-là, c'est déterministe. Mais en raison de l'incertitude qui existe toujours sur les conditions initiales, il y a un certain horizon de temps au bout duquel on ne saura plus prédire le comportement du système, est une première attaque à ce concept de déterminisme absolu dans lequel on peut prédire le futur sans aucune incertitude. Le deuxième choc, mais là je serai très bref parce que ça nécessiterait un exposé entier, est venu de la mécanique quantique en 1925, qui a transformé le concept de loi déterministe de la mécanique classique en certaines lois qui, dans certaines conditions, sont probabilistes. Vous savez que la mécanique quantique permet de faire des prédictions uniquement probabilistes sur les résultats de mesure. Et cette notion de probabilité n'est pas due, comme en mécanique statistique classique, à une incertitude ou à une méconnaissance de l'état initial. Donc il y aurait des probabilités qui seraient dues à une méconnaissance des choses, qui seraient fixées elles-mêmes et qu'on ne connaîtrait pas. La mécanique quantique introduit un indéterminisme de nature essentielle. C'est la nature elle-même qui tire au sort le résultat de ce qui va se passer. Bon. Donc c'est une deuxième atteinte au sacro-saint principe du déterminisme dans l'univers. Mais je vais laisser ce côté-là un peu à part, parce que c'est de nature un peu différente, et je vais plutôt me concentrer aujourd'hui sur le troisième choc qui est beaucoup plus récent. Je dirais qu'il est arrivé dans la deuxième moitié, même vers la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, qui provient des systèmes complexes, puisque c'est aujourd'hui le sujet dont il est question. Et l'étude des systèmes complexes a permis de se rendre compte que même des systèmes qui sont régis par des lois déterministes très simples peuvent avoir des comportements chaotiques qui sont imprédictibles. C'est donc avec les systèmes complexes qu'on est arrivé à la remise en cause la plus profonde de ces deux idées que j'ai énoncées tout à l'heure, loi déterministe, prédictibilité, loi simple, comportement simple,
eh bien ces deux lois ont été totalement balayées parce que les systèmes complexes que je vais vous présenter montrent des comportements qui sont complètement déterministes, qui sont extrêmement simples dans la description des lois qui les régissent, et qui pourtant aboutissent à des comportements totalement imprédictibles. Et c'est ce point-là qui va maintenant nous intéresser. On a dans ces systèmes complexes une notion qui a été initialement introduite par Stephen Wolfram, qui l'a introduit de manière informelle et qu'on a essayé de formaliser un petit peu plus avec Jean-Paul Delahaye ici présent, et qu'on appelle l'irréductibilité computationnelle. Et c'est une nouvelle source d'imprédictibilité dans des systèmes qui sont régis par des lois simples et par des lois qui sont complètement déterministes. Et les meilleurs exemples qu'on peut donner de ce type de choses sont tirés, c'est pour ça que c'est Stephen Wolfram qui a été le premier à énoncer conceptuellement cette idée, sont tirés du monde des automates cellulaires dont il est un spécialiste. Donc je vais vous faire quelques présentations d'exemples de systèmes qui sont de cette nature-là. Alors le premier, je vais passer ça, le premier c'est la fourmi de Langton, qui est un automate cellulaire qui date d'assez ancien, c'est d'origine de la grande époque de ce qu'on appelait la vie artificielle, etc., qui a été inventé par Chris Langton. Et c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est un damier blanc, au départ, sur lequel une fourmi est posée. Et les règles sont les suivantes, la fourmi bouge à chaque étape. Alors tous ces systèmes-là, dans les automates cellulaires, sont à temps discret. C'est-à-dire qu'il y a l'étape 1, puis on fait un mouvement, l'étape 2, l'étape 3, etc. Tous ces systèmes sont des systèmes discrets. Et pour la fourmi de Langton, eh bien, la fourmi qui est sur une case va pouvoir bouger en haut, en bas, à droite ou à gauche. Et la règle est la suivante, si la fourmi est sur un carré noir, je vais commencer par un carré blanc puisqu'elle est sur un carré blanc au départ. Sur un carré blanc, eh bien, elle tourne de 90 degrés. Elle change la couleur du carré sur lequel elle est et elle avance d'une case. Si en revanche elle est sur un carré noir, eh bien, elle va tourner vers la droite de 90 degrés. Elle va encore changer la couleur du carré et elle avance d'une case. Donc vraiment, je crois qu'il est difficile de faire des règles aussi simples. Bien évidemment, c'est très simple, et bien évidemment, comme vous vous en doutez, ces règles sont déterministes. Il n'y a aucune notion de probabilité ou d'incertitude dans ces règles-là. Donc, on pourrait a priori se dire, bon, bah, ça va faire des dessins géométriques réguliers, ça va dessiner un motif, et c'est vraiment ce à quoi on s'attend. Et en fait, quand on simule cela sur un ordinateur, eh bien, on obtient un comportement que je vous laisse regarder. Et la fourmi se balade sur ce damier, et vous voyez que ce qu'elle fait n'est pas du tout évident. On a un peu l'impression qu'elle se balade au hasard, le motif qu'elle trace paraît complètement aléatoire, il change tout le temps, il n'y a pas de forme géométrique générale qui se dessine, et on peut regarder ça longtemps, c'est très, très efficace pour s'endormir quand on a des insomnies, parce que c'est assez fascinant à regarder, et ça reproduit jamais deux fois la même chose. Et je rappelle que la fourmi suit bien les règles que je vous ai indiquées tout à l'heure. Ce sont des règles extrêmement simples et totalement déterministes. Et pourtant, quand on regarde ça, jamais on n'aurait pensé que ça faisait ce type de motif. Bon, alors c'est déjà une première surprise. Mais il y a bien plus surprenant encore. Cette fourmi, on la laisse se balader comme ça, et ça va durer un certain temps, parce que ce qui se passe, c'est que ça va durer environ 10 000 pas d'itération, où elle va continuer à faire ces motifs un peu bizarres. Mais aux alentours de la 10 millième itération, eh bien, il se passe un phénomène surprenant. Là, c'est trois fourmis de couleurs différentes et en accéléré. Donc, ce qui se passe, en fait, et si je pouvais relancer la simulation, vous le verriez mieux, c'est que là, vous avez trois fourmis de trois couleurs différentes. Eh bien, en accéléré, ces espèces d'embrouillamini qui sont là sont ce que je vous ai montré en plus grossi tout à l'heure. C'est le trajet de la fourmi qui est assez aléatoire pendant environ 10 000 pas. Et au bout de j'ai plus exactement le nombre en tête, mais c'est de l'ordre de 10 000 et quelques itérations, eh bien, la fourmi part en ligne droite en traçant ces sortes d'autoroutes qui sont constituées d'un motif régulier de 104 pas qui se répètent à l'infini. Et une fois qu'elle est rentrée dans ce régime, eh bien, la fourmi va en ligne droite à l'infini de cette manière-là. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fascinant, parce qu'il se produit deux phénomènes totalement imprévisibles. Le premier, c'est que le comportement de la fourmi au début paraît complètement aléatoire, alors qu'il est régi par des règles très très simples. Et on peut se demander déjà pourquoi, et pourquoi ça ne continue pas comme ça infiniment. Et surtout,
qu'il y a un régime de transition de phase, comme on dirait en physique, dans lequel tout d'un coup, le comportement de la fourmi devient régulier et se stabilise sur une configuration de ce type-là qui est constituée par 104 pas qui se répètent à l'infini. Bon. Voilà donc un premier exemple que je trouve cet exemple extrêmement illustratif de ces problèmes. Un premier exemple de système qui est régi par des règles simples et déterministes et dont pourtant on ne sait pas prédire ce qui va se passer. Des tentatives de démonstration de ce résultat ont été faites et jusqu'à présent, personne ne sait le démontrer. Aucun mathématicien au monde n'est capable de prouver ce qui se passe. On le constate et on le simule et on le voit bien, on l'observe, mais prouver mathématiquement à partir des règles, si on se donne des règles et qu'on veut un théorème mathématique qui dit il va se passer ceci et au bout de la 10 001e itération, eh bien, on va avoir cette ligne droite qui va être tracée, eh bien, personne au monde ne sait faire ça aujourd'hui. Donc vous avez compris que la fourmi part en ligne droite et que ce motif-là est totalement imprévisible, alors même que les règles de départ sont déterministes et sont extrêmement simples, ce qui est très surprenant. Alors j'ai un autre exemple qui vient du monde direct des automates cellulaires unidimensionnels. Là, vous avez des automates qui fonctionnent de la manière suivante. Les exemples sont là-haut pour expliquer comment ça marche. Vous avez la ligne du haut, la couleur de la ligne du bas, blanche ou noire, est déterminée par la couleur des 3 cases qui sont sur la ligne du dessus. Bon, là, il n'y a pas la totalité des règles, puisqu'on ai mis que 4. Mais par exemple, si la ligne du dessus a une case noire, une case blanche, une case noire, eh bien la ligne du dessous sera blanche. Si la ligne du dessus a une case noire, une case blanche, une case blanche, la ligne du dessous sera noire, etc. Et vous avez 8 possibilités comme ça. Le fait que ça s'appelle la règle 90, c'est une numérotation due à Wolfram, qui n'est pas compliquée, mais enfin, c'est pas la peine que je l'explique. Et donc, vous avez comme ça les possibilités de décrire le fonctionnement ligne par ligne de ces automates cellulaires monodimensionnels. Et on a là une règle qui s'appelle la règle 90, que j'ai en partie décrite là, et qui montre une règle bien sûr déterministe, une règle très simple, et avec un motif géométrique qui apparaît, qui est un motif régulier. Donc d'une certaine manière, là on est content, on a un motif géométrique régulier qui apparaît, qui est complètement prédictible, et donc nous n'avons pas de problème à comprendre ça. Maintenant, dans des types de règles totalement identiques, eh bien, vous avez la règle 30, alors qui obéit au même type de règle, sauf que au lieu que ça soit exactement celle que j'ai indiquée, ben, par exemple, si c'est une case noire, une case blanche, au lieu que ça soit en bas une case noire, ce sera une case blanche, contrairement à la règle 90. Donc c'est des petites modifications comme ça. Eh bien, là, vous avez, à une certaine échelle, la description de ce comportement. Et on voit déjà, quand on regarde ligne par ligne, que le comportement est beaucoup plus imprévisible. Et si vous allez encore même plus loin et que vous regardez ligne par ligne, en mettant un 0 pour le noir et un 1 pour le blanc, ou l'inverse, comme vous voulez, ça revient au même, eh bien, vous allez avoir des lignes dont, apparemment, la succession est chaotique, elle est imprévisible, ça apparaît comme si c'était aléatoire. Bon. Donc c'est très surprenant. Et dans ce domaine-là, eh bien, vous avez la vedette des automates cellulaires monodimensionnels, qui s'appelle l'automate règle 110, et celui-là, voilà, à plus grande échelle. Et vous voyez que le comportement de cet automate, qui est aussi régi par des règles extrêmement simples et complètement déterministes, apparaît totalement imprévisible. Et si je vous demandais qu'est-ce qui se passe dans la ligne qui est ici, eh bien, au vu des règles que je vous ai données au départ, vous seriez bien dans l'incapacité de me dire directement il se passe ça. Comment fait-on pour savoir ce qui se passe? Eh bien, on simule l'automate sur un ordinateur, on passe par toutes les étapes et on arrive à la ligne qu'on veut observer et on observe ce qu'elle donne. Et ce qu'elle donne n'est pas du tout simple à prédire à partir du comportement des lignes du dessus. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, cet automate est particulièrement intéressant parce qu'il a été démontré avoir la capacité de calculateur universel. Donc cet automate peut être utilisé avec les codages qui sont loin d'être simples, qui vont bien, pour calculer n'importe quelle fonction calculable, ce qui est aussi extrêmement étrange, parce que quelque chose qui est aussi simple en termes de description initiale que les règles qui sont données ici, permet de calculer toute fonction calculable de manière exactement équivalente à une machine de Turing universelle. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est quand même une particularité à signaler de cet automate. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est qu'on a encore un exemple de comportement apparemment aléatoire, apparemment complètement imprévisible, alors même qu'il est basé sur des règles au départ qui sont très simples
et qui sont déterministes. Alors je vais accélérer un peu parce qu'on a quand même un petit peu perdu de temps et qu'on est déjà en retard, mais je voudrais citer quand même aussi rapidement un autre exemple, qui est celui du jeu de la vie de Conway. Là aussi, les règles sont extrêmement simples. Il s'agit d'un damier de cette manière-là. Quand il y a un pion à l'intérieur, on dit que la case est vivante. Quand il n'y a pas de pion, on dit que la case est morte. Et les règles à suivre sont très simples. C'est que si vous avez une cellule qui ne contient pas de case, donc qui est morte, et qui est entourée par 3 cases où il y a un pion, eh bien, un pion apparaît à la génération d'après, donc elle devient vivante. Si vous avez une cellule avec un pion dedans qui est vivante, avec 2 ou 3 voisins qui ont des pions à l'intérieur, eh bien, elle reste vivante, ce qu'on appelle la survie. Maintenant, une cellule qui est vivante, mais qui a moins de 2 pions ou plus de 3 pions, meurt par isolement ou par surpopulation, et c'est tout. Ce sont les simples règles. Et donc, à chaque étape, on fait le bilan et on regarde l'étape d'après. Alors, ça, c'est quelques petits exemples initiaux très simples. Vous voyez, par exemple, on part de cette configuration-là, et bien, en 4 étapes, on arrive à cette configuration-là qui est stable. Bon, ce qui est déjà bizarre, parce qu'en partant de là, dire qu'on va arriver là et que ça ne va plus bouger après, c'est déjà un peu étonnant. On a des choses rigolotes, comme ici, dans le clignotant. Ce truc-là devient ça, puis redevient ça, puis devient ça. Donc ça clignote, donc c'est périodique et répétitif. Et ça se produit tout le temps. Et vous avez ce qu'on appelle un glisseur, qui est une configuration comme ça, qui se déplace en 4 générations, 5 générations, pour descendre un cran en bas vers la droite. Alors, j'espère que ça ne va pas tout planter, parce que là aussi, il y a un truc qui bouge. Voilà. Ça, c'est un glisseur. Alors, évidemment, ça reboucle, parce que je ne peux pas avoir une présentation sur le plan infini, mais ça va à l'infini. Voilà. Ça, c'est un glisseur. Bon. Pourquoi ça fait ça, alors que quelque chose qui semble finalement y ressembler à ce truc-là, finalement se stabilise en quelque chose de simple comme ça? Personne ne sait l'expliquer. On le constate, on le simule, ça marche très bien, mais ça n'est pas prévisible. Et si on part de cette configuration-là, qui paraît aussi identique à celle qu'on a montrée avant, eh bien, si je mets aux voix dans la salle de savoir vers quoi ça va aller, je pense que personne ne va l'inventer, sauf à l'avoir vu avant. Mais allez savoir qu'au bout de quelques itérations, ça va faire une figure de clown de ce type-là. Bon. Très, très bizarre, très imprédictible. Bon. Alors, je passe rapidement, mais voilà ce qu'on appelle un lance-glisseur, qui est en fait une configuration, vous voyez, qui continue à l'infini. Alors ici, c'est stable en haut, et ça crée des glisseurs qui, eux, partent comme ça à l'infini, en bas du plan. Bon. Donc, ces comportements-là sont extrêmement étranges. Ils sont très sophistiqués, ils sont très variés, et pourtant, ils sont dus à des règles qui, comme je vous les ai montrées au début, sont extrêmement simples et déterministes. Alors le jeu de la vie, on peut en parler pendant des jours entiers, ça fait des choses extraordinaires, j'ai évidemment pas le temps de donner plus de détails, mais la richesse qu'il y a dans ces règles qui sont extrêmement simples est une richesse absolument ahurissante pour des règles dont on pourrait penser a priori qu'elle ne fera rien d'autre que créer des configurations géométriques stables. Alors, en quoi n'est pas prédictible? Eh bien, tout simplement parce que si on part d'une configuration initiale, on ne sait pas avoir d'algorithme qui est capable de dire quelle sera la configuration au bout d'un certain nombre d'étapes, sauf à simuler les règles du jeu de la vie lui-même et à le faire tourner sur l'ordinateur. Et ça, cette chose-là fait apparaître une imprédictibilité au sens suivant. C'est imprédictible, non pas qu'on ne sait pas ce qui va se passer, puisque si on le simule sur un ordinateur en reproduisant le comportement du jeu lui-même, eh bien évidemment, on voit très bien ce qui se passe. C'est imprédictible au sens où on n'est pas capable de prédire à l'avance, au vu des règles, ce qui va se passer à l'étape numéro n ou par un moyen direct. Et ça, ça a des implications intéressantes, parce que cette notion d'imprédictibilité, donc que j'ai illustrée avec la fourmi de Langton, avec les automates cellulaires ou le jeu de la vie, elle challenge d'une certaine manière assez fortement notre vision préliminaire du déterminisme et des lois simples. Ou encore une fois, dans une vision qui est parfaitement naturelle et intuitive, quand on a des choses qui sont simples et déterministes, on s'attend à ce que ça soit relativement banal ce qui va se passer. Et en fait, ça n'est pas banal du tout, et il y a des évolutions extrêmement complexes et imprévisibles qui arrivent. Et c'est cela qui génère de la complexité. Dans ce type de système, on a une complexité qui émerge,
mais qui n'est pas due à des règles compliquées ou à des choses extrêmement compliquées sous-jacentes. Des choses qui sont sous-jacentes extrêmement simples aboutissent à des comportements complexes qui sont impossibles à prédire et donc aussi à comprendre. Et ça, je vais y revenir. On a cette notion que j'évoquais tout à l'heure, et là qui a été illustrée par les exemples que je donnais, d'irréductibilité computationnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire, pour être clair, d'irréductibilité computationnelle? Ça veut dire que nous avons un système qui est régi par des règles que nous connaissons, et que si l'on veut prédire ce qui va se passer, puisque ce sont des choses discrètes, qui va se passer à l'instant n, eh bien le seul moyen qu'on ait de savoir ce qui va se passer à l'instant n, c'est de reproduire en accéléré sur un ordinateur le fonctionnement du système lui-même, de passer par toutes les étapes par lesquelles le système passe, pour arriver à l'étape n et observer ce qu'on observe. Et quand on le voit, évidemment, on a le résultat qu'on attendait, mais très souvent, pas toujours, puisqu'on a vu dans le cas de la règle 30, par exemple, qu'il y a des choses qui sont assez 90, il y a des choses assez régulières, mais dans un grand nombre de cas, ce qu'on va observer est totalement imprévu et surprenant. Et la notion même d'irréductibilité computationnelle est liée au fait que, connaissant les règles de départ, qui peuvent être simples et complètement déterministes, on a un comportement qu'on est strictement incapable de prédire autrement qu'en simulant le système étape par étape. C'est ça l'irréductibilité computationnelle. C'est un processus qui se déroule et qui est tel que si on veut savoir ce qui va se passer, eh bien on est obligé de suivre le processus lui-même. Il n'y a pas de raccourci pour aller directement au résultat final. Alors, bon, c'est grosso modo ce transparent illustre ce que je viens de dire. Ce qu'il faut retenir dans cette notion d'irréductibilité computationnelle, c'est deux choses. Premièrement, la notion de l'impossibilité d'avoir de raccourcis qui permet d'aller plus vite, entre guillemets, que le système lui-même. Et deuxièmement, et c'est important, la notion de chemin. C'est-à-dire qu'apparemment, le seul moyen d'aboutir là où le système a abouti, c'est d'avoir suivi les mêmes étapes que lui. On ne peut pas suivre un autre chemin pour arriver au même endroit directement. Et cette notion-là semble être assez présente dans beaucoup de systèmes qui apparemment sont simples et qui en fait ont cette propriété d'irréductibilité computationnelle. Alors, je vais juste passer rapidement là-dessus. À quoi ça sert? Pourquoi on s'intéresse à ça? Eh bien, essentiellement parce que si l'on pense à des processus qui sont computationnellement irréductibles, eh bien, on peut avoir un éclairage de phénomènes qu'on appelle émergents dans les systèmes complexes, et vous savez que l'émergence dans les systèmes complexes est quelque chose dont on parle beaucoup, et qui permet de mieux comprendre ce concept même d'émergence. Imaginez que vous ayez un système complexe dont l'évolution soit telle qu'elle est décrite par un processus du même type que ceux que je viens de vous montrer. C'est-à-dire un processus tel qu'on n'a pas de raccourci pour aller directement au résultat final. Eh bien, le seul moyen de voir ce système et de voir comment il va se comporter à la fin sera de le simuler et de l'observer. Et quand cela produit des résultats non réguliers, comme des motifs géométriques, mais des résultats qui sont un peu étranges, ou qui ne sont pas visibles directement à l'œil nu quand on regarde les règles de début, on a un phénomène émergent, au sens où ce qui arrive, que ce soit une configuration géométrique ou des phénomènes physiques, c'est l'équivalent, eh bien ce qui arrive, qui n'était pas directement anticipable à la base, au vu de la règle de départ, va être qualifié d'émergent. Et c'est émergent au sens où on ne va pas être capable de comprendre non plus pourquoi ça arrive, parce que la compréhension est un processus de compression. Comprendre, en fait, c'est être capable de comprimer la règle et de le stimuler mentalement. Quand on comprend quelque chose, c'est qu'on est capable de le capter mentalement et de dire, voilà, je sens qu'il va se passer ça. Et dans le cadre de ces processus, c'est impossible. On a donc affaire à des processus qui vont avoir des comportements qui sont totalement imprévus pour nous et qui vont donner cette impression d'émergence. Alors, il y a, pour arriver à cette notion-là, il faut quand même deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est un niveau individuel, qui est celui du comportement des constituants du système. Et c'est à ce niveau-là que les règles sont simples et déterministes. Les interactions entre les constituants du système sont simples et déterministes. Et ce qu'on appelle émergent se produit au niveau collectif de l'ensemble des constituants. Et c'est le comportement global, synchronisé de l'ensemble des constituants qui va lui apparaître émergent, parce qu'il va se produire des configurations qu'on n'aura pas été capable ni de calculer, ni d'anticiper, ni de prédire. Et si on se pose la question de la compréhension
qui est quand même un des deuxièmes objectifs de la science, de pourquoi ça fait ça, eh bien on va être dans l'incapacité de comprendre. Parce que ces processus qui sont de cette nature sont des processus qui sont tels qu'il faut les dérouler pas à pas pour arriver au bout. Et quand on les déroule pas à pas, en fait, s'il y en a un grand nombre, on perd le fil. C'est pas, intellectuellement, ça n'est pas compressible. Et si ça n'est pas compressible, on ne comprend plus. Et c'est aussi une clé, je fais un lien qui lui aussi nécessiterait des exposés entiers, avec les algorithmes qui sont utilisés en intelligence artificielle, et dont on sait très bien les problèmes que ça pose de compréhension. Ce que font les réseaux de neurones, en fait, ça sort des choses, et on dit c'est merveilleux, et on ne sait pas du tout comment ils sont arrivés là, on ne comprend pas ce qu'ils font. C'est un des grands problèmes de l'intelligence artificielle aujourd'hui, que d'essayer de justifier les résultats qui sont obtenus par ces algorithmes-là. Et ce que je pense, c'est que ces processus de réseaux de neurones sont du type que j'évoquais, c'est-à-dire sont computationnellement irréductibles, et que par conséquent, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'ils font, et que l'espoir d'arriver un jour à une intelligence artificielle où on comprend réellement ce qui se passe en dessous pour voir le résultat qui est arrivé, est un espoir qui ne sera pas rempli, et qu'on sera obligé de se contenter d'avoir des résultats qui nous satisfont en tant que résultats, mais dont on ne comprendra absolument pas comment ils ont été obtenus. Alors, je vais rapidement, parce que je pense que le temps a passé, je vais sauter. Je voudrais quand même mentionner une chose qui est un petit bémol à tout ce que je viens de dire. Savoir s'il existe réellement des processus mathématiques qui sont de cette nature-là est un problème mathématique ouvert. C'est-à-dire qu'on a une plausibilité assez forte que les candidats que je vous ai montrés soient de cette nature. Mais démontrer mathématiquement que l'irréductibilité computationnelle, au sens où je l'ai décrite, et qu'on a formalisé un peu plus avec Jean-Paul, de manière formelle, parce que Wolfram était resté relativement informel, intuitif dans sa présentation, mais démontrer mathématiquement de manière rigoureuse qu'il existe des processus mathématiques qui sont de cette nature, est pour le moment un problème mathématique ouvert d'une complexité sur laquelle beaucoup de gens se cassent les dents, personne n'a réussi à le démontrer. Mais on pense que c'est vrai quand même, c'est une conjecture très plausible. Alors je vous donne ici quelques candidats, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais quelques candidats potentiels de processus de ce type-là. J'ai parlé de la règle 30 et de la règle 110, du jeu de la vie. Il y avait aussi comme candidat possible, mais il n'est plus un bon candidat, la séquence des nombres premiers, c'est-à-dire la fonction f de n, où n est le nème nombre premier, mais il y a maintenant, même si elles ne sont pas utilisables en pratique, des formules qui permettent directement d'accéder au nème nombre premier, sachant qu'on ne peut pas les utiliser en pratique parce qu'elles sont beaucoup trop lentes pour converger et être utilisables. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ça nécessite évidemment un niveau collectif et un niveau individuel pour parler d'émergence. Et je vais terminer, parce qu'il faut accélérer un petit peu, sur quelque chose d'un peu plus prospectif. Ce concept même d'irréductibilité computationnelle me semble extrêmement profond. En fait, j'espère qu'on arrivera à démontrer rigoureusement un jour que c'est un concept robuste. C'est pour le moment un problème ouvert. Mais moi, j'y crois réellement. Et si c'est le cas, on peut parfaitement imaginer que des choses qui sont très mystérieuses pour nous aujourd'hui, comme la vie ou comme la conscience, soient issues de processus de ce type-là biologiques, avec des évolutions qui suivent des processus computationnellement irréductibles, ce qui voudrait dire à ce moment-là, et si c'est le cas, qu'on va arriver peut-être un jour, si on a des ordinateurs assez puissants et qu'on a appris assez de choses, à simuler la vie, peut-être, c'est un problème ouvert, la conscience, mais que nous ne comprendrons jamais comment ça marche. On sera capable de le reproduire, mais le fait d'être capable de le reproduire, si c'est computationnellement irréductible, ne voudra pas dire qu'on comprend ce qui se passe. Et cela à tout jamais, parce que ces processus, en termes de compréhension, nous échapperont pour toujours. Voilà. Je vous remercie. Merci Hervé Svirn pour la clarté de cette présentation. Le temps que nous préparons la prochaine intervention, le temps est court, mais on a peut-être une ou deux questions, le temps que les choses se règlent. Je renvoie aussi à votre livre « Les limites de la connaissance », qui explore toutes sortes de limites du connaissible, mais qui détaille aussi beaucoup ces aspects d'imprédictibilité. Je pense que sur ces sujets-là, il faudrait mieux envoyer plutôt mon livre sur les systèmes complexes. Oui, et vous avez écrit aussi un livre sur les systèmes complexes. Exactement, et ça me rappelle aussi cette phrase de Leibniz: « Je croyais rentrer dans le port, me voici projeté en pleine mer. »
Le temps d'avoir notre deuxième intervenant. Peut-être une ou deux questions, une réaction de la salle. Oui. Tu as dit que quand Papenhamen était déterministe, donc le futur était déterminé. Et tu as dit que le passé aussi, de manière unique. Or ça me semble pas aller de soi. C'est une probabilité des équations différentielles. Dans l'espace des phases, si tu as un point de l'espace des phases et que tu as une équation différentielle qui régit le comportement, eh bien la courbe qui trace l'évolution du système, aussi bien dans le passé que dans le futur, est unique. Par exemple, dans le jeu de la vie, c'est déterministe. Ah oui, attention, le jeu de la vie n'est pas régi par des équations différentielles. Ce que j'ai dit est vrai, c'est la situation de Laplace. C'est vrai pour la physique classique avec la mécanique. Mais évidemment, il faut que les choses soient réversibles. Le jeu de la vie n'est pas réversible. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Oui, absolument.